en gros, je mets la table, là, si on parle des décisions du gouvernement provincial en ce moment, et si on se demande comment ça, de ce temps-ci, c'est des décisions impopulaires, pourquoi je les comprends pas tant que ça? Il y a peut-être une raison logique derrière ça. Ben, c'est ça l'idée, tu sais, puis c'est facile de se dire, ah man, le gouvernement est en train de perdre les pédales, sont rendus une gang d'incompétents, ils font erreur après erreur, c'est impopulaire. On peut présumer que, bon, ben c'est juste c'est ça qui se passe, puis sont pas bons. Ou on peut se dire, ben peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, peut-être que c'est pas des erreurs qu'ils font, puis peut-être que c'est juste qu'ils sont, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Puis c'est de là qu'on vient à l'idée du modèle un peu des cycles électoraux où il faut se rappeler, là, la prochaine élection provinciale, pas pour à peu près 2 ans Ouais. encore. Le gouvernement a en masse de temps pour se rattraper. Puis ça, le gouvernement le sait. Je veux dire, François Legault, il n'est pas né hier. Là. Ça fait longtemps qu'il fait de la politique. Euh, puis l'idée, c'est ça, l'idée des cycles de gros, si j'en fais un sommaire rapide, c'est que essentiellement tous les partis politiques sont ce que j'appelle des coalitions d'intérêts particuliers. Puis là, j'utilise le mot coalition pas au sens de coalition Avenir Québec, là, au sens que tous les partis politiques sont des coalitions. C'est des assemblages de gens qui ont des intérêts un peu différents. Il faut rassembler assez de ces intérêts-là. Puis ça peut être des individus très influents au gouvernement qui veulent quelque chose en particulier, qui se sont impliqués pour ça. Ça peut être des intérêts médiatiques, des intérêts économiques. Ça peut aussi être des blocs d'électeurs. Il y a des gens qui veulent absolument une certaine politique électorale, par exemple, et qui vont appuyer n'importe quel parti qui l'offre, peu importe le reste. Alors, un parti politique rassemble ces groupes d'intérêts-là, qui ont des intérêts particuliers, qui ne sont pas nécessairement les intérêts de tout le monde, mais qui sont des intérêts particuliers à eux, pour remporter l'élection. Si ça fonctionne, ils remportent l'élection, c'est super. Ils vont généralement avoir une petite période qu'on pourrait dire une espèce de lune de miel où ils OK. vont consolider le pouvoir, ils vont faire quelques décisions faciles, populaires, pour mettre l'emphase que, OK, c'est nous, on a le gouvernement, on est populaire, l'opposition, remettez-vous dans votre trou pour quelque temps, là, laissez-nous faire nos affaires. Puis après ça, c'est là qu'ils vont commencer à exécuter, à répondre aux intérêts particuliers. Parce que c'est là qu'ils ont le pouvoir, ils ont consolidé, les partis d'opposition ne sont pas capables de monter une opposition efficace, et puis ils savent qu'ils ont en masse de temps. Ce qui nous mène à des décisions qui peuvent paraître vraiment étranges. Les gens se disent, mais voyons donc, le parti était tellement populaire il y a quelques mois, quelques années, qu'ils sont en train de faire décision après décision que les gens haïssent. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas qu'ils sont en train de prendre des décisions en fonction d'essayer d'être populaire avec tout le monde, c'est que c'est maintenant dans la phase électorale où ils prennent les décisions, où ils donnent essentiellement les petits bonbons, les choses qu'ils avaient promis aux membres de leur coalition d'intérêts particuliers. Puis éventuellement, avant l'élection, ils vont commencer à se dire, OK, là, il faut qu'on remonte en popularité. Puis c'est là qu'ils vont recommencer à proposer toutes sortes de politiques qui sont conçues pour plaire à tout le monde, pour tomber pile avant l'élection, puis recommencer le cycle. Farnell, c'est-tu à ce moment-là dans le cycle que la vraie job commence pour le gouvernement, dans le sens qu'on va prendre des décisions impopulaires, mais on essaie de faire en sorte que ça passe le mieux possible pour pas tomber trop bas dans l'impopularité? Ben c'est ça. C'est maintenant que le gouvernement, on peut dire, gouverne, au sens que c'est maintenant que le gouvernement va faire des décisions des décisions qui peuvent être au moins selon le gouvernement, pour le bien à long terme de tout le monde, mais qui vont être impopulaires à court terme. C'est maintenant que le gouvernement va le faire. Mais c'est aussi maintenant que, par exemple, si le gouvernement sait qu'il a été élu parce qu'il a promis, je donne un exemple dans la vidéo, il y a des électeurs qui sont très, très forts sur le retour des Nordiques. Et puis, si on fait une campagne électorale où, entre autres, ils promettaient de faire ça, ben c'est maintenant qu'ils vont le faire parce que veut pas, à l'échelle du Québec au complet, c'est pas quelque chose qui est très, très populaire. La plupart des gens à Montréal, ça les intéresse pas. La plupart des gens à Gaspé, ça les intéresse pas. Mais alors, c'est maintenant qu'ils vont le faire, quelque chose qui est conçu pour plaire à une petite base électorale qui est un intérêt particulier, sachant que ça va être populaire pour eux, pas populaire pour le reste. Comme ça, quand va être le temps de faire leur remontée en popularité, ils vont pouvoir compter sur l'appui de ces gens-là pour leur dire, écoutez, on vous a promis ça, on vous l'a livré, Mhm. restez avec nous et puis on va continuer à faire ce que vous voulez. Je comprends exactement ce que tu expliques, Fernand. Petite parenthèse, je peux pas croire que le monde de Montréal ne veut pas les Nordiques. C'est tellement une belle rivalité. Est-ce que la CAQ est rendue trop bas dans les sondages par rapport à ce qui évaluait de leurs décisions impopulaires? Parce que je regarde les sondages encore aujourd'hui, là, à tout près de 20%, je me dis, là, sont foutus, la CAQ. C'est très bas. On a vraiment l'impression que les stratèges de la CAQ, si c'était ça leur intention, là, ils flirtent avec le bas du baril s'ils sont rendus où ils sont.
c'est peut-être intentionnel, c'est peut-être un calcul qu'ils font, qui se disent, OK, puis demain matin, ils vont commencer à annoncer toutes sortes de choses hyper populaires, je sais pas. Le risque avec ça, puis c'est arrivé dans le passé, c'est que s'ils perdent vraiment trop la popularité, ils perdent vraiment les pédales, au point où ils perdent la société civile, c'est-à-dire ils commencent à avoir toutes sortes de manifestations contre eux, des grèves en masse. Je veux dire, il y en a eu l'année passée, c'était le secteur public en particulier, mais si ça allait encore plus loin que ça, le gouvernement perd le contrôle réel. Là, ils ont plus les leviers nécessaires pour pouvoir faire leur remontée éventuelle. Ça les laisse un peu pas grand choix autre que précipiter une élection pour espérer ramasser les pots cassés, un peu pogner l'opposition quand l'opposition n'est pas encore prête. Ça, c'était le pari que Jean Charest avait fait dans les grèves des carrés rouges, par exemple, pour ceux qui s'en rappellent, où il y avait des grèves massives. Le gouvernement n'était pas tenu à avoir des élections pour encore plusieurs mois, presque un an. Mais bon, la société civile au grand complet est en train de se virer contre le gouvernement. Ils ont décidé de faire l'élection tout de suite pour essayer de faire le pari qui allait réparer les pots cassés. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça le danger avec cette phase-là où on est maintenant. Oui, puis 2 ans plus tard, il y a eu Pauline Marois qui a fait la même chose avec la charte de la laïcité de Bernard Drinville et les libéraux sont revenus au pouvoir. Donc, on a eu 2 échecs là, consécutifs. Ouais, ça c'est un bon exemple, ça, parce que ça, c'est une particularité de notre système où, quand on a un gouvernement minoritaire, Ouais. ben, le gouvernement minoritaire ne contrôle pas ça va être quand la prochaine élection. Alors, même s'il est un peu obligé de faire ce processus-là, de répondre aux intérêts particuliers de, par exemple, une partie de la base électorale qui avait élu Pauline Marois, qui était très, très intéressée par sa charte des valeurs québécoises, faire ça quand tu es minoritaire, quand l'opposition, n'importe quand, peut sauter dessus pour précipiter eux-mêmes une élection, c'est encore plus risqué et Pauline Marois a eu le même résultat que Jean Charest avait eu avant. Je veux qu'on parle de budget parce que je trouve que c'est un exemple qui peut être très, très, très concret de ce que tu nous expliques. La semaine passée, présentation d'un budget qui ne passe pas, des résultats qui sont sortis dans les dernières heures là, par rapport à ce budget-là, où en gros, là, ce qu'on comprend, c'est que 6 Québécois sur 10 à peu près trouvent que la CAQ a présenté un mauvais budget. Il y a même un bon nombre d'électeurs de la CAQ qui trouvent que le budget présenté est pas bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant les prochaines élections, il y aura un autre budget. Fait que là, c'était le temps de présenter un budget moins populaire. Puis dans un an, ben, on va voir ce que ça va donner. Mais ça se peut très bien qu'on nous présente un budget avec, je sais pas, des baisses d'impôts, qu'on prenne ce qui a moins été populaire là, puis qu'on le ramène. Est-ce que tu t'attends à ça? J'ai l'impression que ça va fort probablement être le cas. J'ai l'impression que l'année prochaine ou dans 2 ans, on va plus être en train d'essayer de relativiser le déficit en disant que bah, si on compare au PIB, c'est pas si pire que ça. On va soudainement dire ah, regardez comme on a été capable de couper le déficit. Ça va être un budget qu'on peut appeler un budget électoral. Le budget actuel, en effet, il est pas très populaire. Il semble pas passer même auprès des partisans de la CAQ, mais il n'est pas obligé non plus parce que encore une fois, à moins d'un revirement complet de la société civile contre le gouvernement actuel, le gouvernement a les 2 mains sur le volant. C'est un gouvernement majoritaire. Il peut faire à peu près ce qu'il veut jusqu'aux prochaines élections. OK, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, Farnell, mais je veux quand même qu'on joue un petit peu au jeu des prédictions et à savoir dans le plan de match, avec tout ce que tu nous as expliqué du cycle électoral et la popularité qui baisse de la CAQ, on le voit dans les sondages, tu vois quand, là, à peu près, d'ici les élections, la période tampon où on va commencer à marteler les décisions populaires? C'est dur à dire parce qu'on n'a pas un historique de la CAQ là-dessus. La CAQ n'a jamais formé le gouvernement avant la dernière élection. Puis la dernière élection, on s'entend que le cycle électoral a été complètement chamboulé par la pandémie. Il n'y a pas eu une espèce de période de milieu où le gouvernement pouvait se permettre de perdre la popularité. J'ai l'impression qu'une chose qu'on va voir, c'est qu'il y a peut-être une surestimation du côté de la CAQ de sa capacité de faire cette remontée populaire-là, peut-être parce qu'elle va comparer à son précédent, à son passé, où il y avait justement son énorme popularité qui venait de sa gestion de la pandémie. Moi, j'ai l'impression, on n'en a pas encore pour un certain temps. Typiquement, on a souvent l'impression que les électeurs ont la mémoire relativement courte. Alors, pas besoin vraiment de commencer à faire une remontée populaire très agressive avant 6 mois avant l'élection. Je veux dire, pensez, c'était quoi la popularité de la CAQ il y a 6 mois comparé à aujourd'hui, ou c'était quoi la popularité de la CAQ il y a 8 mois? Ça se revire vite, là. On peut revirer très rapidement. Alors, comme je disais, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas stratège de la CAQ, mais j'ai pas l'impression qu'on est sorti de cette phase-là pour encore certains temps.